Eh bien bonjour, je suis François Samin, j'ai 70 ans et je suis en retraite maintenant depuis 2 ans et j'ai exercé le métier d'huissier de justice depuis un petit peu plus d'une quarantaine d'années. Et cette expérience de 40 ans au contact des justiciables m'a donné l'idée d'écrire et de rapporter un certain nombre d'anecdotes, mais également, pas seulement des anecdotes, également des pensée un peu plus profonde sur l'organisation de la justice et sur la société en général. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le verra, du moins je l'espère, au cours de cet entretien, que le métier d'huissier permet d'entrer dans toutes les couches de la société, chez les gens les plus divers, ceux auxquels on ne s'attend absolument pas et qui pourtant reçoivent nos visites. Et ça m'a permis d'avoir... c'est un poste d'observation, c'est un observatoire absolument extraordinaire. Et après 40 ans d'observation, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant, ça pouvait intéresser le public que d'écrire sur ce sujet. Et donc j'ai écrit cet ouvrage dont le titre est « Confession d'un huissier de justice », publié chez VA Éditions, maison d'édition versaillaise. Alors, les huissiers de justice sont-ils des persécuteurs ? Ont-ils une image dégradée, négative ? Ce sont des gens qui procèdent à des saisies, à des expulsions. Et je comprends très bien que dans le public, ce soit cette mauvaise impression qui prédomine. Alors il va falloir essayer, et c'est le but, l'un des buts de cet ouvrage, c'est de démonter cette mauvaise image et de montrer qu'il n'en est pas tout à fait ainsi. Alors pour démonter cette image, la première chose qu'il faut savoir, c'est que en matière de justice, lorsqu'un jugement est rendu, au pied de chaque jugement, il y a ce qu'on appelle la formule exécutoire. La formule exécutoire, c'est un texte de 4 ou 5 lignes qui est signé du greffier et qui donne l'ordre à l'huissier d'exécuter le jugement. Autrement dit, si celui qui succombe au jugement ne l'exécute pas volontairement, instantanément, automatiquement, la loi prévoit que, au nom du peuple français, l'huissier doit exécuter le jugement. Voilà le point de départ, le fondement de notre action. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour contrecarrer cette mauvaise image habituelle, c'est qu'il faut absolument se départir du manichéisme qui préside à l'analyse du métier d'huissier. Le métier d'huissier, ça n'est pas exécuté pour les riches contre les pauvres, pour les propriétaires contre les locataires, pour les patrons contre les employés. Bien au contraire, nous avons des situations aussi multiples que variées et, il nous arrive de temps en temps, par exemple, de travailler à la requête d'un propriétaire évincé par des squatters, lequel propriétaire attend parfois plus d'1 an, voire 2 ans pour reprendre ce logement. Et je peux vous assurer que dans l'un de mes dossiers, il y a quelques années, j'avais un pauvre garçon qui a eu la mauvaise idée d'aller passer ses vacances chez son copain au Québec. Il lui avait fait visiter le Québec et en rentrant, il y avait une famille d'immigrés qui occupait son appartement. Ils étaient 7 avec 3 ou 4 enfants. Il a fallu 1 an et demi pour récupérer son appartement. Le jour où je l'ai fait pénétrer, où je l'ai réintroduit dans son appartement, qui était absolument dévasté, il n'avait plus de mobilier, il n'avait plus de dossier, il n'avait plus d'ustensiles de cuisine, il n'avait plus de vêtements. Il a failli... j'ai cru que j'allais être obligé d'appeler le SAMU. J'ai réussi à lui remonter le moral pendant un moment, il a repris pied, mais je peux vous assurer que ce pauvre type qui s'était endetté sur 20 ans pour acheter son petit logement près de la gare de l'Est, tout ça c'est bien éloigné du manichéisme habituel. Nous avons des situations de ce genre et j'ai par exemple dans mon téléphone tous les ans les vœux d'une dame que j'avais expulsée il y a quelques années et en ayant soin d'essayer de ne pas trop la brusquer, cette dame s'est aperçue que elle n'était pas si maltraitée que ça par le méchant huissier, et tous les ans elle m'envoie ses vœux, elle me remercie de la gentillesse avec laquelle je l'ai aidée à passer cette période difficile de sa vie. C'était une dame qui était travailleur indépendant, elle avait passé la soixantaine, elle avait perdu ses clients parce que comme ça arrive à pas mal de travailleurs indépendants, elle s'était retrouvée sur le carreau, sans famille, sans aide, etc. Et voilà, donc on n'est pas là uniquement pour brutaliser des pauvres petits. Pour ce qui est de l'exécution des décisions de justice, il faut
également avoir présent à l'esprit que lorsqu'on a besoin de la force publique, c'est l'État qui nous l'accorde. Donc la décision d'expulser de force ou de vaincre une résistance physique de la part de quelqu'un qui est condamné, qui refuse de s'exécuter volontairement, la décision de concours de la force publique, elle appartient à l'État et plus exactement au préfet ou au sous-préfet. Donc là aussi, si vous voulez, l'action de l'huissier, lorsqu'elle est entre guillemets musclée, elle est qu'avec le concours de la force publique et avec la décision de l'autorité administrative. Donc nous sommes, j'allais dire, un intervenant dans le comment dirais-je, le cycle de la justice. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de stimulant pour débuter ma carrière? Qu'est-ce qui m'a intéressé? Qu'est-ce qui a guidé mon choix pour devenir huissier? Progressivement, je me suis aperçu que dans le monde judiciaire, c'est-à-dire principalement les magistrats, les avocats et les huissiers, la différence qui existe entre les huissiers et les deux autres grandes familles du monde judiciaire est la suivante. Les avocats reçoivent leurs clients, j'allais dire, dans le confort de leur cabinet. Les magistrats sont entourés du décorum du palais. Donc les justiciables, que ce soit chez les avocats ou que ce soit au palais de justice, sont un peu imprégnés, voire influencés par le décorum. Et j'allais dire qu'on ne s'y confronte pas à l'état brut, parce qu'il y a une certaine retenue qui s'impose en raison du lieu dans lequel ils se trouvent. Nous, les huissiers, qui arrivons en bout de chaîne et qui exécutons la décision du juge, nous allons chez les gens, chez eux, à leur domicile. Nous allons chez les petites entreprises, au siège, dans les ateliers. Nous allons chez les travailleurs indépendants, etc. Et là, on a les gens tout à fait dans leur jus et qui ne sont pas impressionnés par le décorum. Donc, ils n'ont aucune retenue. On les a à l'état naturel, si je puis dire. Et là, on a parfois des découvertes tout à fait extraordinaires. On s'aperçoit de la diversité des caractères. On s'aperçoit que, par exemple, je parle beaucoup dans mon livre du syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est tous ces gens qui sont probablement victimes, puisque c'est une maladie, qui sont victimes d'une maladie terrible qui consiste à empiler des ordures, à empiler toutes sortes de choses, et parfois on trouve des dizaines de mètres cubes d'empilement chez des gens tout à fait divers et variés. Eh bien, cette manie qui s'appelle le syndrome de Diogène, cette maladie, on la trouve chez toutes sortes de gens, mais des gens absolument extraordinaires. Moi, j'ai vu ça chez un dentiste. Je ne sais pas comment il pouvait encore avoir des patients, puisque avant de rentrer dans son cabinet et s'asseoir sur le siège de dentiste, il fallait passer au milieu des empilements. Mais j'ai vu ça aussi chez des gens. J'ai vu ça, par exemple, chez un acteur de cinéma que vous connaissez tous, dont évidemment je ne peux pas citer le nom, que vous avez tous vu au cinéma, qui a sombré dans la maladie parce que son réalisateur fétiche, celui qu'il faisait tourner habituellement, est mort et qu'il n'a pas retrouvé de rôle à sa convenance. Et ce garçon, j'ai été chez lui à plusieurs reprises, on pouvait même plus ouvrir la porte. Et vous pouvez pas imaginer ça, alors que vous l'avez tous vu, nous l'avons tous vu à l'écran. J'ai vu ça aussi chez une femme que je connaissais bien, qui avait un physique un peu, j'allais dire ancien pour ne pas dire plus, enfin il était étonnant, et elle me demandait de venir chez elle parce que, comme beaucoup de gens qui sont victimes du syndrome de Diogène, elle souffrait d'un espèce de délire à l'égard de son voisinage, et elle me demandait de faire des constats pour prouver que son voisinage l'embêtait, lui provoquait des nuisances diverses et variées. Lorsque j'arrivais chez elle, les années passant, on est passé de 20 mètres cubes d'ordures à 50 mètres cubes d'ordures, et ainsi de suite. Eh bien, cette femme, avec ses 50 mètres cubes d'ordures, elle était présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris. Donc vous voyez que, culturellement, intellectuellement, ce genre de phénomène touche tous les individus, quelle que soit leur situation sociale, quel que soit leur niveau intellectuel. Et ça, moi, j'ai fait une découverte. J'étais à 100 lieues d'ignorer que ça pouvait exister. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles
ce métier est aussi intéressant parce que lorsqu'on s'intéresse à la nature humaine, lorsqu'on s'intéresse à la patte humaine, là, on l'a vraiment in vivo. Alors, est-ce qu'avec la numérisation et l'informatisation, est-ce que des métiers comme le métier d'huissier est appelé à disparaître, à être supprimé parce que remplacé par des technologies modernes? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question que se posent notamment les avocats qui, lorsqu'on discute avec eux, se plaignent de plus en plus de ne plus avoir accès aux magistrats, notamment au nouveau tribunal de Paris. C'est à peine si on leur demande de plaider, j'allais dire d'une manière numérique. C'est effectivement une évolution. C'est une évolution qui, me semble-t-il, est tout à fait regrettable. Parce que s'il y existe bien un secteur de la justice où on a besoin d'une intervention humaine, c'est bien celui de l'exécution forcée. Il y a beaucoup d'opérations, je ne vois vraiment pas comment on pourrait les remplacer par une technique numérisée. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de ce garçon qui avait mis plus d'1 an et demi à récupérer son logement qui était squatté. L'intervention de l'huissier ne me paraît pas pouvoir être remplacée par quelqu'un d'autre. On peut, si on fait du droit comparé, voir ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, dans beaucoup d'États, mis à part la Louisiane et quelques autres très rares qui sont un peu soumis à la procédure d'origine française, l'exécution se fait par les shérifs, et je peux vous dire qu'aux États-Unis, une expulsion, ça varie entre 48 et 72 heures, et les sentiments sont tout à fait laissés de côté. Alors chez nous, on est dans l'excès inverse, bien entendu, puisqu'une opération d'expulsion, en général, ça dure 1 an, 1 an et demi. Ça dure 1 an, 1 an et demi, tout simplement parce que, en bout de chaîne, si vous voulez, l'huissier est obligé de requérir ce qu'on appelle le concours de la force publique. Le concours de la force publique, j'en ai parlé précédemment, c'est donc l'autorisation donnée par le préfet au commissaire de police ou au service de police local d'assister l'huissier lorsque l'huissier ne peut pas opérer seul l'exécution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en droit, l'huissier de justice, il a le monopole de l'exécution. En contrepartie, il ne possède pas le pouvoir d'user de la force lui-même. Il est obligé de requérir le concours de la force publique. Le concours de la force publique, il faut savoir que dans nos dossiers, on peut mettre 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant de l'obtenir. J'ai parlé, je ne sais pas si vous l'avez noté, dans mon livre, il y a un chapitre qui est consacré à cette horrible affaire dans laquelle je devais expulser une femme qui avait 72 ou 73 ans. Elle était française, elle avait travaillé toute sa vie, et puis elle était comme tous ces gens qui connaissent un malheur dans leur existence. Tout d'un coup, elle s'est trouvée sur le bord de la route, personne pour l'aider, personne pour la conseiller. Elle a sombré dans une espèce, elle aussi, dans un syndrome de Diogène. Et 2 ans après avoir requis le concours de la force publique auprès de la préfecture de police de Paris, la préfecture de police n'a pas réussi à retrouver un logement pour cette dame de 72 ans qui était française et qui a travaillé 40 ans. Et donc nous sommes arrivés avec le fonctionnaire de police le matin. Je me souviendrai toujours, à 7 heures du matin, cette pauvre femme hurlait de douleur. On l'a sortie avec beaucoup de difficultés, enfin dans des conditions absolument épouvantables, à la fois d'hygiène et puis surtout psychologiquement pour cette femme. Et je me souviens, lorsqu'elle est enfin partie 2 heures après, le fonctionnaire de police qui était avec moi lui a remis un bon de logement pour une chambre d'hôtel à Trappes, 24 heures. Voilà ce que l'État, qui est chargé de la politique du logement, a été capable de trouver à une dame de 72 ans à titre de relogement. Donc, pour revenir à la question précédente, dans cette affaire, s'il y a quand même une situation qui est impardonnable, c'est pas l'huissier qui est à l'origine, c'est bien entendu l'administration qui était incapable de reloger cette pauvre femme. Alors, se pose la question des prélèvements fiscaux, des prélèvements sociaux, de leur importance et surtout de leurs conséquences sur la paupérisation d'une partie de la société. J'en ai parlé à la fin de mon livre et j'ai longuement parlé de cette paupérisation
de la classe moyenne, la classe inférieure, on sait tous comment, plutôt exactement, on ignore tous comment on peut faire pour vivre avec le SMIC. Mais ce qui est encore peut-être plus grave à l'heure actuelle, c'est que, en raison de l'importance des prélèvements divers et variés, une grande partie de la classe intermédiaire, de la classe moyenne, se paupérise. Et dans mon bouquin, j'ai donc longuement parlé de ces avocats, de ces architectes, de ces commerçants, de ces restaurateurs qui, année après année, tirent le diable par la queue, ils ne se sortent plus. Ça, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui, alors là, politiquement, m'apparaît suivre en droite ligne le phénomène des Gilets jaunes. Le phénomène des Gilets jaunes, c'était au départ, j'allais dire, les gens les plus modestes qui se révoltaient parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur plein d'essence. Je ne sais pas comment ils vont le faire aujourd'hui. Mais il y a non seulement, j'allais dire, les smicards maintenant qui sont atteints, mais j'allais dire, la partie inférieure de la classe moyenne. Bon, j'ai vu en permanence des exemples de ce genre. J'ai vu, par exemple, un garçon qui avait une petite entreprise de couverts en argent. C'était le dernier à Paris à faire des ménagères en argent. Et lorsque j'étais le voir pour le saisir, parce qu'il n'avait pas payé un certain nombre de cotisations, le gars était effondré. Il m'a dit, écoutez, j'y arrive plus, je vais fermer mon atelier. Je suis le dernier à Paris. Hormis les grandes marques qu'on connaît tous, je suis le dernier artisan à faire des ménagères et j'y arrive plus, je croule sous les charges et j'en peux plus, je gagne plus un sou. Ça, je l'ai vu 100 fois, 1000 fois dans mon exercice et surtout ces dernières années. J'ai vu des architectes, mais vraiment des architectes de talent, des gens qui construisaient des grands ensembles, voire un aéroport en Asie, perpétuellement saisis parce qu'ils n'arrivaient plus à payer ses charges. Alors, on a un problème de charges en France. Chacun sait que le différentiel en pourcentage de charges entre l'Allemagne et la France est énorme. Est-ce qu'en contrepartie, les services publics offerts aux contribuables et aux justiciables sont sont conséquents? Est-ce que les services publics sont meilleurs qu'en Allemagne? J'en doute. Alors, comme nous sommes à la veille à 70 jours ou 65 jours de l'élection présidentielle, est-ce qu'il y a des candidats, qui se posent le problème des huissiers eu égard à cette accumulation de charges? Écoutez, non, il y en a une, je ne sais pas si elle va réitérer, mais enfin, il s'agit de Marine Le Pen qui, la dernière élection présidentielle en 2017, avait pris la plume pour défendre tout à fait notre profession et pour dire que l'exécution des décisions de justice ne pouvait pas se passer d'une profession d'huissier saine, tenant sur ses pieds, et que toutes les atteintes, et notamment la loi Macron de 2015, qui est une atteinte grave à notre profession, avec cette vision ultralibérale macronienne, qui a fait qu'une partie de notre tutelle est passée de la chancellerie, c'est-à-dire du garde des Sceaux, au ministère de l'économie et des finances, avec lesquels nous n'avons absolument aucun atome crochu, mais dans l'optique d'un ultralibéralisme, c'était très bien ainsi. En réalité, bien évidemment, le jour où nous disparaîtrons, si nous devons disparaître, tout l'aspect humain de l'exécution des décisions de justice va disparaître avec. C'est tellement vrai, c'est qu'en France, il y a deux systèmes d'exécution forcée des décisions. Il y a, le système de droit commun, et puis le système des créances de l'État. Les systèmes du créance de l'État, le recouvrement est fait par des agents de l'État, avec des procédures qui sont soumises au Code général des impôts et qui sont beaucoup moins protectrices des intérêts et de la liberté du contribuable et du justiciable. Quand on compare les deux systèmes, on s'aperçoit que d'un côté, le droit commun des procédures d'exécution, c'est-à-dire celui diligenté par les huissiers, est extraordinairement protecteur des libertés, avec des recours multiples et variés, avec la surveillance du juge de l'exécution, avec la surveillance du parquet, et de l'autre côté, l'exécution des créances de l'État, les impôts, les amendes, les taxes diverses et variées, il n'y a absolument aucune protection pour le justiciable. Donc on a déjà sous les yeux ce que c'est qu'une exécution sans huissier. Vous me demandez donc si mon livre, qui comporte un certain nombre d'anecdotes, m'a laissé des souvenirs bien précis. Alors, effectivement, j'ai plusieurs anecdotes qui me tiennent à cœur. J'en ai une
que je raconte, c'est cette histoire de conseil adultère qui m'a été demandée par un avocat de Reims que je ne connaissais absolument pas, et qui, pendant une demi-heure au téléphone, m'indiquait que son client, enfin plutôt le mari de sa cliente, entretenait des relations adultérines avec sa maîtresse dans un hôtel parisien, et qu'on pouvait le trouver le mercredi matin ou le jeudi matin. Alors, il s'est battu avec moi au téléphone pour que j'y aille le mercredi matin. Je lui ai dit non, je peux pas, j'irai jeudi matin, mais ça m'est resté comme ça dans la tête pendant longtemps. Et le jeudi matin, lorsque j'y suis allé avec le commissaire de police, je suis tombé sur un garçon, un type de 35 ans, très sympa, qui nous a ouvert la porte, qui était gentil comme tout. On est rentré dans la chambre d'hôtel. Et sa maîtresse était au lit, elle s'était pas levée. Et le garçon nous reçoit, et qui, après m'être présenté, lui avoir montré l'ordonnance me permettant de procéder au conseil adultère, me dire comme ça c'est très bien parce que je suis marié avec une emmerdeuse, excusez-moi, et le divorce ira plus vite comme ça. Et puis il me dit asseyez-vous, il me dit ça à moi et au commissaire de police, asseyez-vous, on va prendre une tasse de café, etc. La fille était toujours restée au lit, et on prend cette tasse de café, on discute de tout, on discute de Reims, du champagne, du travail, des problèmes des experts comptables, des pièces de théâtre à la mode, des films qu'il faut voir, etc., etc. Et puis la discussion dure pendant un quart d'heure, 20 minutes, et au bout de 20 minutes, il y a un blanc dans la conversation. Et moi, tout à fait bêtement, sottement, je lui dis, écoutez, on est là jeudi matin, et je suis venu aujourd'hui, mais j'aurais pu venir hier, mercredi, parce que je savais que vous étiez là hier. Et à ce moment-là, la fille qui était dans le lit se lève, se met à hurler, espèce de salaud, avec qui t'as passé la nuit hier, etc. Donc c'était absolument effrayant. Le pauvre type, je lui avais cassé sa baraque, et je suis parti, j'étais malheureux pour lui, parce que voilà une anecdote, comment dirais-je, qui m'est restée en mémoire tout à fait drôle. Par contre, j'ai des anecdotes beaucoup moins drôles et beaucoup plus signifiantes sur le plan de l'évolution de la société. Je parle un moment dans mon livre de ce commissaire de police qui travaillait au commissariat de la rue Rambuteau, c'est-à-dire la rue Rambuteau, c'est à Belleville, donc étant jeune, tout jeune, je crois que c'était ma première ou ma deuxième journée d'activité. Je rencontre ce garçon qui était pied noir, qui avait vécu sa jeunesse à Bab el-Oued et qui parlait arabe. Donc à Belleville, à l'époque, il n'y avait pas d'immigration chinoise, il n'y avait que des migrations maghrébines. Et après l'opération que nous avons faite ensemble, comme il a vu que je connaissais très bien le milieu pied noir et pour cause, j'étais marié à une fille de Colomb. Il me dit on va pas se quitter comme ça, il n'est pas question, je vais vous faire le tour de tous les bistrots de Belleville, et on a fait le tour de tous les bistrots arabes, des bistrots juifs, des bistrots pieds noirs, etc. Je suis rentré à mon bureau, j'étais dans un état absolument impossible, mais ce qui était absolument admirable, c'est qu'à cette époque, il y a 40 ans, un commissaire de police à Belleville était parfaitement reçu par toute la population, il n'y avait aucun geste d'hostilité, etc. Et 40 ans après, dans le même quartier, j'ai fait une opération avec 2 policiers qui étaient eux-mêmes des Maghrébins, eux-mêmes des Arabes, et nous avons expulsé 3 dealers d'un logement qu'ils occupaient tout à fait régulièrement. Et l'opération s'est passée durement, les types étaient agressifs, et au dernier moment, lorsque le 3e est parti avec sa valise, il portait la valise de la main gauche, et de la main droite, il est passé devant les 2 flics maghrébins en faisant le signe du tour de cou avec le pouce. Vous connaissez la signification. Voilà en 40 ans comment la société a évolué. Et à cet égard, je cite dans mon bouquin, si vous avez le livre de Giono, la bataille dans la montagne, où Giono décrit un effondrement de la société. Je pense que pour tous ceux qui ne sont pas encore persuadés que la société est en train de s'effondrer, qui relisent Bataille dans la montagne de Giono, ils verront qu'en transposant avec l'ère moderne, on trouve hélas les mêmes symptômes. Pourquoi il faut lire mon livre si l'on s'intéresse à la société, si l'on s'intéresse à l'institution judiciaire? Je pense que, d'une manière générale, l'institution judiciaire, qui est en grande souffrance. Vous savez qu'on manque de juges, on a 2 fois moins de juges en France par tête d'habitant qu'en Allemagne, on manque de greffiers. Les huissiers
ont été dans la ligne de mire de la loi Macron, la loi de 2015, la fameuse loi qui devait rétablir l'économie, la fluidité dans la société, etc., redonner du pouvoir d'achat, on voit le résultat. L'institution judiciaire est malade, la société est malade, et je pense que, comme je vous l'indiquais précédemment, le fait que l'huissier pénètre dans tous les milieux, j'ai essayé que mon bouquin décrive cette lente dégradation de la société, qui est tout à fait inquiétante de mon point de vue. Je pense que bien des secteurs auxquels je me suis adressé sont en train de péricliter. Je vais citer un exemple. Lorsque un chauffeur de taxi est condamné par le tribunal, les chauffeurs de taxi sont souvent condamnés parce que vous savez qu'ils achètent leur licence de taxi, ils l'achetaient du moins fort cher. Et donc ils empruntent, et comme j'avais comme client un établissement bancaire qui prêtait souvent au taxi, j'ai donc été amené à poursuivre pas mal de chauffeurs de taxi qui n'arrivaient pas à payer, à rembourser l'organisme prêteur, l'organisme bancaire prêteur. Il y a quelques années, à mon étude, lorsque nous faisions des adjudications de licences de taxi, nous vendions couramment des licences de taxi 190 000 € plus les frais. C'est-à-dire que c'était à peu près le prix normal, c'était le prix du marché. Quelques années après, moi, la dernière adjudication qui s'est faite dans mon étude pour une licence de taxi, c'est pas moi qui faisais le dossier, c'était ma fille, puisque ma fille me succède. Plutôt, je l'ai intégrée dans l'étude avant de partir. Elle a péniblement réussi à vendre 70 000 € sa licence de taxi. Le prix d'une licence de taxi, il faut comprendre que pour un travailleur indépendant, que ce soit un taxi ou que ce soit un pharmacien, que ce soit, etc., le prix de vente d'une licence de taxi ou d'une pharmacie, c'est évidemment une grande partie de leur retraite. Ces gens-là les taxis ont perdu leur retraite, où elle a été divisée par 2 et 3. Pourquoi ? Parce que l'ultralibéralisme a fait qu'on a laissé le marché du transport de personnes à M. Hubert, qui s'est installé sans débourser un centime, sans indemniser les chauffeurs de taxi qui ont perdu les 3/4 ou les 2/3 de leur capital, et qui, ont mis la main sur ce marché dans des conditions tout à fait celles du capitalisme moderne, c'est-à-dire qu'on fait travailler des chauffeurs qui sont sous SMICAR, qui travaillent 12 heures par jour, qui ne sont même pas propriétaires de leur véhicule. Et dans un dossier d'ailleurs que j'avais, ils étaient tellement peu propriétaires de leur véhicule que la société qui leur louait les véhicules n'était même pas propriétaire, mais était simplement avec ces 2500 véhicules en leasing. Et alors d'un côté, elle faisait payer les pauvres gars qui sont des sous-SMICAR, elle leur faisait payer la location de la voiture, et de l'autre côté, cette société propriétaire de 2500 véhicules ne remboursait pas la banque qui avait financé l'achat de ces 2500 véhicules. Donc c'est absolument effrayant. On est passé je parle donc du marché de transport de personnes, on est passé d'un système qui était assez régulé, alors qu'il y avait probablement des défauts. L'activité de chauffeur de taxi était probablement critiquable à certains points de vue, mais en tous les cas, elle était encadrée, surveillée par la préfecture, etc., etc. Aujourd'hui, on a un système ultralibéral où tout le monde fait n'importe quoi, et au bout du compte, on a des sous-smicards qui travaillent 12 heures par jour.